Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information de la vallée du Richelieu. Cette semaine encore, le format de l'émission sera de 60 minutes pour vous présenter encore plus d'informations qui vous touchent près de chez vous. Cette semaine, à l'émission, je discute avec M. Stéphane Morissette, vice-président des producteurs de pommes du Québec et producteur de Saint-Pie au sujet de l'achat des produits locaux. Retour sur le conseil de la MRC de la vallée du Richelieu avec sa préfète, Mme Marilyn Nadeau, mairesse de la ville de Saint-Jean-Baptiste. Entrevue avec Pierre Thibault, l'architecte responsable du nouveau quartier à Belleuil. Normand Tisdale, maire de Saint-Mathieu-de-Belleuil, nous visite en studio pour aborder son bilan et une baisse des taxes municipales pour certains citoyens. Finalement, Mme Nadine Viault, mairesse de la ville de Belleuil, revient sur la séance du conseil municipal, chaufferette et les travaux nécessaires à l'église Saint-Mathieu-de-Belleuil. Je m'appelle Marc-Antoine Harvey et bienvenue au Régional. Comme à chaque semaine, l'équipe de TVA9 vous propose un tour d'horizon de l'actualité dans la vallée du Richelieu. À l'approche du budget provincial 2025-2026, la Chambre de commerce et d'industrie Vallée du Richelieu-Rouville interpelle Québec face à l'incertitude économique. Dans un mémoire soumis au ministre des Finances, l'organisme propose des solutions concrètes pour aider les PME à travers les défis actuels, notamment en matière de pénurie de main-d'œuvre, de transport et de transition numérique. Un sondage interne de la CCI-VRR révèle que 75 des entreprises locales se disent préoccupées par les menaces tarifaires des États-Unis et plus de 60 d'entre eux craignent des répercussions directes sur leurs activités commerciales. Pour soutenir les entreprises de la région, la Chambre de commerce recommande au gouvernement de mettre en place des formations ciblées et des mesures de rétention de la main-d'œuvre. Il demande aussi de simplifier les démarches administratives pour alléger la pression sur les entrepreneurs, d'offrir des incitatifs financiers adaptés à la réalité des PME et d'investir dans les infrastructures de transport afin d'améliorer la mobilité des travailleurs. L'organisme insiste également sur la nécessité d'un accompagnement accru pour aider les entreprises à réussir leur transition écologique et numérique. Sa PDG Julie Larochelle espère que Québec tiendra compte de ces recommandations afin de créer un climat d'affaires favorable et durable pour les entrepreneurs de la région. Dans le même ordre d'idées, la Chambre de commerce lance une nouvelle offensive pour promouvoir l'achat local avec la campagne D'ici. Cette initiative vise à renforcer l'économie régionale en incitant citoyens et entreprises à privilégier le commerce d'ici. Déployée depuis le 19 février, la campagne couvre l'ensemble des municipalités de la MRC de Rouville et de la vallée du Richelieu. Elle s'inscrit dans la continuité de l'effort amorcé en 2020 avec la campagne Choisir local, c'est gagnant. Grâce à une forte présence sur les médias sociaux et des outils marketing, la campagne Mot-clic D'ici mise sur la fierté régionale et l'humour pour rallier les consommateurs. Acheter local, c'est investir dans notre communauté et dynamiser notre économie, souligne Julie Larochelle, PDG de la CCI-VRR. Les entreprises de la région sont invitées à s'afficher avec le mot-clic D'ici et à utiliser les outils promotionnels mis à leur disposition. Les citoyens peuvent aussi contribuer en partageant leurs achats sur les réseaux sociaux. Tous les détails au ccivrr.com/ici. Des tournages en milieu résidentiel dérangent à Mont-Saint-Hilaire. Des citoyens affirment avoir été incommodés par des tournages répétés l'été dernier. Circulation accrue, bruit constant et manque de stationnement sont parmi les irritants soulevés. Un nouveau tournage a eu lieu le 12 février. Mais cette fois, plusieurs résidents ont refusé leur consentement pour une prolongation au-delà de 21 heures. Malgré tout, la Ville estime que les règles ont été respectées et n'a reçu aucune plainte officielle. Bien que sensible aux préoccupations des citoyens, la municipalité n'a pas l'intention d'interdire les tournages résidentiels. Elle rappelle que ces productions sont essentielles pour soutenir la culture québécoise et qu'un équilibre entre cohabitation et industrie cinématographique doit être maintenu. La communauté métropolitaine de Montréal dresse un portrait des règlements sur la combustion au bois dans la région. Selon son analyse, les règles varient grandement d'une ville à l'autre, tant pour le chauffage au bois que pour les feux extérieurs. Dans la vallée du Richelieu, plusieurs municipalités interdisent les feux à ciel ouvert sans autorisation et imposent des restrictions sur les foyers extérieurs. Par exemple, Otterburn Park et McMasterville limitent les horaires, tandis que Saint-Basile-le-Grand interdit les feux en zone résidentielle. La Commission de l'environnement de la CMM tiendra une séance d'information publique le 10 mars
pour discuter des enjeux de la qualité de l'air et des impacts de la combustion du bois dans le Grand Montréal. Un acte de vandalisme vise une élue municipale à Otterburn Park. Dans la nuit du 30 janvier, Natacha Thibault a retrouvé le pneu de sa voiture éventré par une vingtaine d'entailles. L'élu a porté plainte à la police. L'enquête est en cours. Si le geste semble isolé, Mme Thibault craint d'avoir été ciblée en raison de son rôle politique. Elle souligne aussi la montée de l'insatisfaction sur les réseaux sociaux et appelle à plus de respect envers les élus et le personnel municipal. Les églises Saint-Mathieu à Belleuil et du Vieux-Belleuil ont désormais des affiches à vendre. La fabrique Trinité-sur-Richelieu, qui en est propriétaire, n'a plus les moyens d'en assurer l'entretien, malgré les efforts des citoyens pour les préserver. À Belleuil, l'église Saint-Mathieu nécessite des travaux urgents estimés à 1,5 million de dollars, mais aucune subvention n'a été accordée pour financer les rénovations. Son évaluation municipale s'élève à plus de 4,3 millions de dollars. Des groupes de citoyens continuent de se mobiliser pour tenter de sauver ces bâtiments patrimoniaux, alors que plusieurs églises au Québec font face au même sort. La mise en vente de ces lieux de culte soulève des questions sur la préservation du patrimoine religieux et son avenir dans nos communautés. Voilà, c'est votre tour d'horizon hebdomadaire de l'actualité dans la vallée du Richelieu. On rencontre en studio Sébastien Morissette, qui est vice-président des producteurs de pommes du Québec. Bonjour Sébastien. Bonjour. À part être vice-président des producteurs de pommes, vous avez aussi un verger dans le coin de Saint-Pie. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Ça fait 17 ans. Dans le fond, c'est la raison de mon implication, c'est que j'étais passionné de ce qui se passait dans notre univers des pommes. Fait que en voulant que ça perdure, on s'implique au niveau syndical dans ce cas-ci, ce qui nous permet de faire du lobbying, de faire de la promotion, là, puis de parler de nos passions. Pourquoi c'est important plus que jamais pour les gens, pour la population, d'avoir accès à de la nourriture qui vient près de chez nous? On voit ce qu'on vit, ce qu'on a vécu durant la COVID, là, ce que ça a créé comme engouement de dire ce qu'on réussit à faire chez nous, ça encourage notre économie, notre environnement. Ça sécurise aussi notre panier d'épicerie. Ce qui se passe aux États-Unis, je compare ça à la COVID encore un peu, c'est la même chose. Fait que dans le fond, on veut être capable de s'approprier un panier d'épicerie qui soit un panier santé pour tous les Québécois. Là. Fait qu'on veut faire des fruits, on veut faire des légumes, puis dans notre cas, c'est des pommes. Qui vient d'ici. Qui vient d'ici. Pour les gens qui à la maison qui regardent, là, c'est facile de voir que ça vient d'ici ou pas. Là. Il faut faire l'effort pour encourager les producteurs d'ici, puis encourager justement le fait qu'on mange ce qu'on produit. On n'a pas besoin de demander à personne quand on fait ce qu'on a besoin ici. Non, c'est sûr. C'est nous qui contrôlons la façon dont qu'on va les faire. Fait que la régie de production, les produits qu'on va utiliser, c'est nos normes sociétales, nos normes environnementales. Fait que c'est fait avec les valeurs qu'on s'est données comme société, là, dans le fond. Oui. D'ailleurs, pour les normes environnementales, de ce que je comprends, dans la politique bioalimentaire que vous avez présentée ou que vous sont en train de tabler, c'est ça. Vous faites des demandes au gouvernement, mais ce n'est pas seulement des demandes monétaires. C'est aussi des normes. Oui, c'est ça. Des fois, les gens pensent que quand les producteurs s'adressent au gouvernement, c'est nécessairement pour avoir de l'argent, mais loin de tout ça. Dans le fond, par exemple, là, je vais parler des normes environnementales. Ce qu'on a comme normes au Québec, on est à peu près on est normé les plus hauts en Amérique du Nord. Souvent, on a des normes qui ressemblent souvent, ça ressemble à la Californie. Mais on va retrouver des fois des produits qui vont venir de Chine, qui vont venir de d'autres pays où on ne contrôle pas ces normes-là, on ne sait pas lesquelles elles sont. Puis, on va être un à côté de l'autre sur une tablette d'épicerie. Fait que des fois, on dit, écoutez, c'est quoi la norme de réciprocité? Assurez-vous au moins que ce qui rentre chez nous a été cultivé avec les mêmes normes. On parle au niveau juste des employés aussi, par exemple. Là, comment on a un filet social important pour les Québécois, comme notre système de santé, ces choses-là. Mais est-ce que les producteurs qui produisent des pommes dans d'autres pays vont prendre autant soin de leur population? Est-ce qu'ils vont les exposer à des... Parce que la conséquence de ça, c'est que rendu au marchand ou à l'épicerie, la pomme qui vient de la Chine avec aucune mesure sociale va avoir un prix plus bas. Oui, il faut faire attention à dire aucune mesure sociale, mais on s'entend c'est juste pour s'assurer au moins qu'on se batte à armes égales. On n'est pas prêt à dire acheter québécois puis payer le double du prix, c'est pas ça. C'est qu'on dit acheter québécois au même prix, mais le même prix, ça veut dire aussi les mêmes normes. C'est pas juste une question de... C'est ce niveau-là, puis c'est des choses comme ça qu'on demande
dans la nouvelle politique bioalimentaire là, de... C'est quoi les grands défis pour les producteurs de pommes aujourd'hui, en 2025? Bien, c'est sûr qu'il y a un défi d'adaptation. Je parlais là, cette semaine avec, justement, on avait une rencontre avec le ministre pour la politique bioalimentaire. Le Québec, ça fait... écoute, les premières pommes qui ont été plantées, ça a été en 1735 sur l'île d'Orléans. Ça fait quand même plusieurs dizaines d'années qu'il se fait des pommes chez nous. Mais les normes, par exemple, là, les normes ou le réseau de distribution vient de rapidement changer. Là. Avant, on avait de la distribution qui se faisait beaucoup au niveau... la pomme passe par un poste d'emballage, puis après ça, elle est directement envoyée au détaillant, puis après ça, c'est le consommateur. OK, donc la pomme qui était produite chez vous à Saint-Pie, là, vous la faisiez emballer, puis là, direct, par exemple, au Maxi de Saint-Pie. Exact. OK. Maintenant, c'est plus pareil. Bien, maintenant, là, il y a une grosse partie qui vient de changer, c'est que ces grandes maisons de distribution alimentaire-là, dans le fond, ils ont un système de distribution centrale. OK. Les pommes sont envoyées au central avant de se retrouver à l'épicerie. Fait que les exigences pour la qualité du fruit ont changé parce que la durée de transport et de transit s'est allongée. Fait que là, dans le fond, ce qu'on demande aussi, c'est essayer de s'adapter à cette nouvelle réalité-là. On veut replanter une partie des vergers avec des variétés qu'on est capable de produire avec une durée de vie plus longue pour qu'elle s'adapte mieux au système de distribution qui vient tout récemment de changer, comme je disais. Là. C'est pour cette raison-là, par exemple, on achète une pomme à l'épicerie puis on la garde 5 jours puis on se dit, voyons, comment ça, cette pomme-là est moins belle que quand je l'ai achetée. Normalement, elle aurait pu avoir une durée plus longue à la maison. Oui, mais c'est sûr que comme c'est ça que les gens souvent mangent des pommes seulement à l'automne, parce qu'ils vont les chercher au verger puis ils vont les laisser 3 semaines, 1 mois dans le frigidaire puis elles sont encore super croquantes. Mais dans le fond, la pomme, c'est la même chose. Elle a la même durée de vie quand elle va sortir d'un frigidaire, atmosphère contrôlée, puis elle va se retrouver sur les tablettes d'épicerie. Sauf que à toutes les fois qu'on ajoute un délai de transit, je comprends. la pomme de qualité. Sur les frigidaires, moi, comment on fait pour manger aujourd'hui, en février, une pomme qui a poussé à l'automne, puis qui aujourd'hui est encore belle? C'est quoi le fonctionnement? Bien, c'est sûr qu'on est fiers, nous autres, de faire des pommes 12 mois à l'année. On voit aussi les pommes de terre, les carottes, les choux. Il y a plusieurs légumes qu'on est capable de garder longtemps. Les pommes en sont une, on est capable de garder 12 mois. On garde ça dans des frigidaires atmosphère contrôlée. Un frigidaire atmosphère contrôlée, là, c'est un frigidaire où on va descendre de façon mécanique le taux d'oxygène à 2 ou 3 degrés. Fait que la pomme devient comme une marmotte, puis elle tombe en hibernation, puis sa durée de vie dans le temps est allongée. OK, je comprends. Pour les jeunes agriculteurs, c'est quoi les défis? Est-ce que ça vaut encore la peine d'être dans l'agriculture, selon vous, pour un jeune qui veut commencer? Ben oui, ça vaut la peine. Écoute, c'est sûr que c'est passionnant de penser qu'un Québécois est capable de nourrir 2 Québécois. Là. C'est pas négligeable comme pour moi, en tout cas, comme sensation comme sensation. Mais les défis d'établissement, puis d'ailleurs, c'est aussi dans la politique bioalimentaire. Puis c'est pas ça que je viens faire la promotion aujourd'hui, mais ça tourne beaucoup autour de ça. C'est comment s'assurer que la relève soit apte à reprendre le relais sur les fermes. Là. C'est parce que les investissements sont énormes par rapport aux revenus qui sont possibles. Fait qu'il y a tout un système de transfert là, qui est vraiment pas évident. Nous autres, ça fait 17 ans qu'on est partis. Puis je me considère un des très rares. Là. Je suis à peu près le seul dans ma municipalité. Mais c'est une question d'opportunité. Là. Les défis, c'est vraiment de mettre la main sur des capitaux pour être capable de s'établir et de produire. Là. Puis pour faire ça, il faut qu'on achète les pommes de chez nous. Donc, je répète, quand on va à l'épicerie, on regarde la pomme vient de où, on achète une pomme d'ici, qu'il y a des producteurs comme vous qui a fait pousser avec des normes. Puis c'est comme ça qu'on va encourager notre production. C'est sûr. Mais quand vous achetez un produit de chez nous, nous, on a un logo, c'est dans le fond, je sais pas, c'est Pomme Qualité Québec. Ouais. Ça assure la provenance du fruit. C'est un fruit du Québec qui a été produit au Québec avec nos normes du Québec. Mais ça encourage aussi vraiment l'économie locale. C'est des familles du Québec, c'est des chauffeurs de camions, c'est des chariots, des distributeurs de produits. On autofinance notre économie. Là. Fait que si tout le monde achète juste des pommes du Québec, là, on ne demande rien d'autre que juste d'encadrer les normes environnementales. On n'a pas besoin de demander de l'argent au gouvernement pour nous soutenir, puis on est capable de...
On fait ça. socialement soutenir. Monsieur Sébastien Morissette, je rappelle, vous êtes vice-président de l'Association des producteurs de pommes du Québec. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Puis, encore une fois, on achète des pommes. Ici. Du Québec. On reçoit en studio Mme Marilyn Nadeau, qui est préfète de la MRC de la Vallée du Richelieu. Bonjour. Bonjour, M. Harvey. On est ici pour parler de l'Assemblée qui s'est passée le 20 février dernier. Exactement. Ça? Il y a eu des nouvelles rapides que vous voulez nous expliquer. Oui, bien, tout d'abord, moi, j'aimerais vous parler du défi Ose entreprendre, OK. qui s'adresse, entre autres, aux nouvelles entreprises. Puis, on invite celles-ci à déposer leur projet d'entreprise qui font affaire avec des fournisseurs québécois. Donc, le volet s'appelle faire affaire ensemble. Donc, on invite les nouvelles entreprises vraiment à faire... Sur un fond qu'on veut protéger ce qui se passe ici, peut-être voilà. des tarifs qui peuvent arriver. Donc, j'imagine que ça motive l'idée de favoriser l'entrepreneuriat chez nous. Puis l'équipe de développement économique de la MRC travaille très fort à faire reconnaître justement ces programmes-là qui peuvent aider justement l'achat local et faire connaître leur entreprise. En fait, il y a un service d'accompagnement vraiment personnalisé. Donc, Ose entreprendre, donc les inscriptions jusqu'au 11 mars. Oui, okay. oui. Quel type d'entreprises peuvent s'inscrire? De toutes les sphères, comme on dit, tant qu'ils ont des fournisseurs québécois pour ce créneau-là. Oui. Projet également, appel de projet, programme innovation, un autre aide qu'on veut faire aux entreprises, subvention jusqu'à 10 000 $ pour les PME. Oui, exactement. Évidemment, il faut avoir leur siège social sur le territoire de la vallée du Richelieu. Puis, c'est des petites et moyennes entreprises qui peuvent déposer pour ce programme innovation-là et ils peuvent recevoir jusqu'à un montant de 10 000 $. Donc, c'est quand même considérable dans le virage que nous vivons en ce moment. Donc, je les invite justement là, à appeler nos gens au développement économique. Puis, il y a aussi le diagnostic qu'ils peuvent faire de leurs entreprises et la place pour un virage numérique. Et encore une fois, pour l'entrepreneuriat, subvention jusqu'à 5 000 $ pour des projets en commercialisation. Oui, effectivement. Et c'est aussi, ça s'adresse aux petites municipalités, aux petites entreprises, moyennes entreprises, entreprises privées et d'économie sociale. Que ça aussi, ce volet-là est super intéressant dans la vallée du Richelieu. Donc, comme vous avez mentionné, c'est un fonds de soutien à l'entrepreneuriat. C'est un montant qui peut atteindre jusqu'à 5 000 $ chacune. Ça a été un gros morceau de votre rencontre. Il me semble, l'entrepreneuriat, les affaires, le fonds économique de ce qui se passe, j'imagine que ça vous tenait vraiment à cœur en ce moment. Oui, bien, comme la plupart d'entre vous, vous regardez les nouvelles, puis on sait qu'il y a quelque chose qui nous attend là, avec les tarifs douaniers. Donc, on a vraiment une considération pour nos entreprises qui vont être... ils vont être... Il va y avoir des défis. Des défis, puis il faut quand même les soutenir, puis il faut qu'ils sachent qu'on est avec eux. Donc, dernièrement, j'étais à la Fédération québécoise des municipalités, puis la ministre André Laforêt nous a donné le pouvoir, justement, aux municipalités de pouvoir faire nos achats qui sont en fait en lien avec les accords qui sont signés avec le Canada. Les accords de libre-échange? Effectivement. Donc, ceux que le Canada n'a pas d'accord de signer, nous, on peut favoriser justement seulement le domaine international là, qui ont signé avec le Canada. Puis les municipalités, malheureusement ou heureusement, on signe toujours avec le plus bas soumissionnaire. Donc, parfois, c'était à l'extérieur du Canada. Fait que là, on va pouvoir se concentrer autant le Canada puis ceux qui sont vraiment amis avec nous. C'est un bon exemple d'une situation où, tu sais, des élus ont un accès, des élus municipaux ont un accès direct avec des gens qui ont du pouvoir à un palier de gouvernement supérieur, comme par exemple, vous pouvez parler directement avec le gouvernement du Québec pour faire valoir les besoins que vous avez. Effectivement. Donc, c'est souvent avec il y a 2 associations dans le monde municipal
il y a la Fédération québécoise des municipalités puis l'Union des municipalités. Donc, les villes et municipalités, on a des porte-paroles qui sont solides et qui nous aident, dès qu'on a des défis, à nous retourner, que ce soit par des résolutions ou parler directement avec des cabinets des ministres. Et puis là, on est capable de faire changer des choses. Mais pour ça, c'est la solidarité municipale, comme j'aime dire. C'est quand on parle tous ensemble d'une seule voix, bien, on réussit à changer des choses. Une responsabilité de la MRC de la Vallée du Richelieu, c'est de s'assurer de la conformité des règlements. Oui. Vous avez aussi eu à faire une modification du règlement de schéma d'aménagement. Oui, et vous savez, ça, c'est vraiment une des plus grosses compétences que la MRC a. Donc, on réussit à faire changer dans le schéma d'aménagement, en fait, les règlements que chaque municipalité et ville adopte. En fait, il faut que ce soit en concordance avec le schéma. Donc, on est en train de finaliser le dernier schéma. Donc, là, on l'a envoyé à notre ministre André Laforêt, qui est la ministre des Affaires municipales, afin d'intégrer, entre autres, les nouvelles obligations gouvernementales d'aménagement du territoire, qu'on nomme OGAT. Donc, c'est en fait pour planifier des milieux de vie, assurant l'accès à des logements de qualité accessibles et abordables pour l'ensemble des ménages. Puis on le sait, c'est un défi, le logement, et surtout abordable, autant dans la vallée du Richelieu qu'au Québec. Mais dans la vallée du Richelieu, c'est très reconnu qu'il en manque, là. Surtout avec l'arrivée des nouvelles entreprises, nos nouveaux arrivants. On veut les héberger dans des milieux adéquats. Donc, avec ce nouveau règlement-là, bien, on va pouvoir nous permettre ces logements-là. Autre point à l'ordre du jour, la maison autochtone. Oui, effectivement. Donc, on a déjà octroyé un montant d'argent pour le bestiaire en cavale, qu'on a entendu parler beaucoup en 2023. Et c'était une aide financière jusqu'à 8 000 $. Donc, on attend une reddition de compte, puis on l'a prolongé jusqu'au 31 mars 2025. Super. Et finalement, une nouvelle un peu périphérique. On sait, vous êtes la mairesse de Saint-Jean-Baptiste, qui fait partie de la CMM. Il y a eu une coupure de financement. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé? Oui, on appelle ça le programme de compensation des municipalités rurales de la CMM. On est 19 municipalités faisant partie de la CMM sur le 82 municipalités. Puis, on avait une compensation afin de ne pas développer dans nos territoires agricoles et de conserver une vitalité. Donc, Qu'est-ce qu'on entend par vitalité? En fait, c'est que souvent, quand on fait nos budgets, bien, on va couper dans les infrastructures sportives, on va couper dans la programmation des activités parce qu'on doit tellement occuper un territoire qui est immense qu'il faut quand même penser à l'asphalte, à nos trottoirs, aux bâtiments municipaux. Donc, avec ce montant d'argent-là, ça nous permettait justement de garder cette vitalité où que tous les citoyens et citoyennes ont besoin. Ça fait partie du sentiment d'appartenance dans une municipalité quand ils aiment les activités qu'ils font, puis ils vont donner du bénévolat à la bibliothèque, tout ça. Fait qu'il faut que ça reste intéressant. La santé mentale, le bien-être. Exactement. Donc, avec ce financement-là, c'est que à cause qu'on fait partie de la CMM, on a des obligations, dont le niveau de police. Donc, il faut une police de proximité de niveau 2, tandis que les municipalités en dehors de la CMM, c'est souvent avec la Sûreté du Québec qu'ils font affaire. Donc, ce n'est pas le même montant d'argent, si je peux dire. Ça représente une coupure de combien environ? Est-ce que ça va avoir un effet vraiment tangible pour vous? Oui, bien, en fait, pour Saint-Jean-Baptiste, on recevait 340 000 par année. Et puis, c'est une portion de la CMM, donc c'était 50 financé par la CMM, 50 du gouvernement du Québec. Et puis là, on a su que c'était coupé, cette portion-là. Donc là, on réagit. Donc, on demande à nos députés, autant de Bordua que notre ministre de la Montérégie, qui est Mme Suzanne Roy. Donc, on fait des demandes qui puissent revoir leurs décisions, surtout quand on sait que les budgets ont déjà été adoptés et probablement inclus dans... C'est un appel à nos élus. Vous êtes là pour aider les gens de la région. Eux doivent vous aider également. Effectivement. Madame Naneau, je vous remercie beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes la préfète de la MRC de la Vallée du Richelieu. Merci beaucoup. Merci, M. Harvey.
On nous reçoit à la mairie de Belleuil avec Mme Viault, qui est la mairesse. Bonjour. Ici, M. Pierre Thibault, qui est l'architecte responsable du nouveau projet. Vous allez bien? Ça va bien, vous? Merci beaucoup de nous recevoir ici. On commence à parler beaucoup du nouveau projet à Belleuil, du nouveau quartier. Il y a eu des influences européennes, notamment de Copenhague. Comment est-ce que le nouveau quartier de Belleuil veut s'influencer du modèle un peu européen dans sa façon de construire? Bien, en fait, c'est pas tant Copenhague qu'on essaye de transposer dans Belleuil, sinon la recette gagnante qui nous a inspirés à Copenhague. On se rendait compte qu'on faisait les choses puis que le citoyen ne se sentait pas nécessairement toujours heureux dans ce qu'on leur proposait comme offre d'habitation. OK. Mais au Québec, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on construit le bâtiment. Ensuite, on va aller mettre un petit peu de verre autour, puis on va mettre l'humain dedans, puis on va dire « Est-ce que tu es heureux? » Là-bas, c'est une approche qui est complètement inversée, c'est-à-dire qu'on va prendre l'humain, le vivre ensemble, la qualité de vie qu'on veut atteindre comme objectif, puis on va déterminer les espaces publics qui vont servir de lieu de rencontre puis de connexion, puis ensuite, on va créer le bâti autour. Donc, c'est ce qu'on a voulu faire pour le nouveau quartier. On part d'une page blanche, puis des Belleuil, grosseur Belleuil, il y en a plein au Québec. Donc, si on est capable de proposer un modèle qui prend en considération la qualité de vie, le vivre ensemble d'une façon différente, d'une approche différente, puis que ça fonctionne bien, c'est un modèle après ça qui est transposable pas mal partout dans le Québec. C'est intéressant quand même comme modèle à essayer. Est-ce que je peux me tromper, Pierre, mais c'est pas un modèle qui s'est déjà fait à d'autres endroits au Québec, c'est une innovation ici. Mais je pense que l'idée, effectivement, est d'innover. J'étais allé à Copenhague à de nombreuses reprises depuis plusieurs années, puis j'avais toujours été impressionné par le résultat. Mais effectivement, ce résultat-là n'est pas arrivé comme ça en claquant des doigts. C'est un processus qui met en œuvre, je disais, toute la créativité, mais aussi le désir du bonheur citoyen. Comment on crée du bonheur pour les aînés, pour les enfants, pour les familles, pour tout ça. Donc, c'est pour ça qu'un des éléments, entre autres, qu'on a proposé, c'est d'avoir des cours intérieurs. C'est-à-dire que l'habitation, au lieu de donner, bien sûr, sur rue d'un côté, mais donne dans un espace vert qui est partagé. L'espace près de la maison au rez-de-chaussée est privatif, donc les petites familles peuvent manger là, mais tu laisses les enfants dans un espace qui est silencieux, qui est vert et qui est sécuritaire. Alors, ce qui est quand même formidable, tu te dis, bien là, il n'y aura pas d'auto, là, il n'y aura pas de... Alors donc, c'est un lieu de partage parce qu'il y a des espaces pour les enfants pour s'amuser, il y a des balançoires pour ceux qui veulent faire, un jardin communautaire, des barbecues. Donc, tu as un lieu qui est partagé et en plus qui est silencieux, tu es dans la verdure. Souvent, dans les projets d'habitation collective au Québec, ce que les gens voient depuis, c'est un stationnement extérieur. Alors, ils sont dans leur vie, tout ce qu'ils vont voir, c'est leur voiture jusqu'à la fin de leur jour, pas d'espace pour se rencontrer. Là, on se dit, oui, bien sûr, les gens ont des voitures, il faut trouver une façon, une stratégie, puis c'est un peu ce qu'on est allé voir. On s'est rendu compte que sous ce bel espace vert-là, bien, la plupart du temps, c'est un stationnement souterrain. Comme on dit, il y a un surcoût à ça, mais qui est minime pour dire tout le restant de notre vie, on aura un espace de verdure, les oiseaux vont chanter, les enfants vont s'amuser. Non, mais donc, je comprends qu'il y aurait beaucoup d'avantages au niveau de la santé mentale, briser l'isolement. Mais tu sais, comme n'importe quelle innovation ou avancée, la peur du changement, des fois, ça existe. Tu sais, pour les gens qui ne sont pas habitués d'avoir vu ça, tu sais, qui ont toujours eu leur maison, un stationnement, une piscine, une maison, un stationnement, une piscine, pour eux, ça doit être... Là, c'est des bienfaits qu'on imagine, mais concrètement, ces personnes-là, est-ce qu'on peut croire qu'ils vont vraiment mieux se sentir? Moi, ce que j'ai trouvé dans la présentation, puis on en a fait plus qu'une avec les gens, c'est que énormément de gens disaient « Hey, mais j'ai jamais vu ça, puis ça m'intéresse. » Je prends plusieurs personnes qui étaient près de la retraite, ou même des retraités, ils disaient « Bien là, on se retrouve tout seul dans notre grande maison. Là, on serait dans un espace vert, on serait dans le silence, à distance à pied de tous les services. Pourquoi? Donc, puis ça intéressait aussi des jeunes familles de dire « Hey, là, oui, les enfants vont pouvoir les laisser, leurs amis vont être là, on va être... » Donc, dans plusieurs situations, et c'est ça qui est intéressant, c'est une habitation, un type d'habitation qui peut servir à un grand nombre de personnes et créer, je dirais, ce bonheur-là, ce bon voisinage qui fait qu'on sourit, on salue, puis il n'y a pas de...
d'efforts parce que c'est sûr que maintenir le coût d'une maison, comme on le dit, là, c'est énorme. Et en plus, c'est qu'on n'a plus l'espace pour le faire. Si on voulait avoir 3000 maisons individuelles, bien, il n'y aurait pas l'espace sur le site à Belleuil. Alors, on en aurait peut-être, je ne sais pas, 200. Donc là, on peut accueillir, créer 3000 nouvelles unités pour, je ne sais pas, 5-6 000 personnes, l'équivalent d'une petite ville, en ayant des espaces verts, des espaces agréables pour marcher, des services pas loin, d'aller prendre un petit café, toutes les choses. Donc, les enfants vont à l'école à pied. Donc, ça crée, je dirais, un cercle vertueux où les gens vont marcher davantage. Puis, on sait que dans l'espérance de vie, les gens qui marchent davantage, et c'est ce qu'on voit chez les Danois, bien, leur espérance de vie en santé est beaucoup plus longue. Alors, c'est incroyable. Puis, les coûts de santé pour le pays sont... Alors, ça entraîne énormément d'éléments vertueux, mais effectivement, comme on n'a pas beaucoup d'exemples ici, mais les gens ne peuvent pas dire « je vais aller tester, je vais aller voir ». Des cours intérieurs comme ça au Québec, c'est quoi, on compte quasiment sur les doigts d'une main. Mais c'est ce qu'on a apprécié. Quand on est arrivé à Copenhague, les gens, tout le monde était étonné puis agréable. Mais voyons, on est en plein cœur de la ville ici. On n'entend rien. Mais on a quand même aussi croisé des erreurs à ne pas reproduire. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant aussi de pouvoir autant des projets porteurs. C'est très intéressant que vous en parliez, justement. Oui. On va en parler après la pause dans seulement 2 petites minutes. Puis on va aussi rassurer tous ceux qui vont participer à la construction. On revient. On reprend notre conversation avec M. Pierre Thibault ainsi que la mairesse de Belleuil, Mme Viault. On parlait justement des défis qui attendent justement la construction du nouveau quartier. Qu'est-ce qu'on peut prévoir ou faire de différent que ce que vous avez vu à Copenhague à ne pas reproduire? Bien, en fait, les dimensions, les matériaux, les hauteurs étaient à considérer. Comme élue, moi, je me suis portée, j'ai levé la main il y a 4 ans pour dire j'aimerais ça représenter la communauté puis travailler au vivre ensemble puis au développement de ma municipalité, mais je ne suis pas experte dans tout. Là, on doit prendre des décisions sur des règlements, sur des façons de construire un nouveau quartier. Puis là, on n'a pas de guide. Qu'est-ce qui va faire en sorte que le conseil municipal va prendre la meilleure décision réglementaire pour qu'au final, on atteigne la vision puis l'objectif qu'on s'est fixé? Donc, d'aller sur place, c'est là qu'on a vécu, en fait. Puis j'étais vraiment contente parce qu'on a rencontré des erreurs, entre guillemets. Ouais. Puis les erreurs étaient flagrantes, là. On est allé dans un espace avec une cour intérieure trop petite, puis il y avait des murs beaucoup trop hauts, ce qui faisait en sorte qu'il y avait 2 enfants qui jouaient au ballon. L'écho était épouvantable, le bruit rebondissait. Les enfants devenaient une nuisance, vraiment, là. On est rentré quelques minutes, puis on était déjà à bout. Puis on se disait, bien, on aime tous les enfants, ça ne marche pas. Mais là, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'ouverture, que les murs étaient trop hauts, que la superficie intérieure n'était pas suffisamment grande. On a pris ça en note, on est reparti. On avait quelqu'un qui mesurait les mètres, tout ça, pour être capable de se donner des notes et tout. Puis quelques minutes après, on est tombé dans comme le plus bel exemple au monde entier. On rentre dans l'espace et là, on entend les oiseaux. Puis ça avait de l'air organisé. Il y avait 2 enfants qui jouaient au ballon. Un chevreuil. Pas un son. Non, mais on n'entendait pas les enfants jouer au ballon. Ils étaient tranquilles, on entendait les oiseaux, tout le monde était heureux. La dimension, les ouvertures, la superficie, les hauteurs, le type de mélange, parce que là-bas, en fait, il faut comprendre que leur projet en îlot comme ça nécessite au minimum 5 architectes différents. Donc, il faut vraiment varier les typologies, tout ça. C'est ça, dans la recette gagnante, là, il faut qu'on ait comme plein de trucs différents. Mélange hétérogène de oui, on ne peut pas avoir du 5 étages. Quelle sera la latitude pour ceux qui ont les projets immobiliers pour construire? Est-ce qu'il va y avoir des plans respectés? Comment ça va fonctionner? Bien, ce qu'on est en train de mettre en place, en fait, c'est le plan d'aménagement d'ensemble, puis les règles, un programme particulier d'urbanisme pour ce secteur-là. Donc, on est en train de baliser, en fait, ce qu'on souhaite pour les îlots, pour les espaces publics, pour les rues, pour la typologie. Donc, tout ça va être balisé dans la réglementation, mais on laisse une créativité après ça au niveau architectural, dans la structure, dans les balises qu'on va se donner. Donc, on se dit qu'il faut vraiment être capable parce que la Ville n'est pas propriétaire d'aucun de ces terrains-là. C'est ça. Donc, il faut aussi avancer dans une proposition qui est réaliste, qui est réalisable, mais qui, à long terme aussi, est un engagement intéressant, autant pour les promoteurs qui vont y trouver leur compte, que pour la Ville dans tout l'entretien puis le vivre ensemble qu'on va créer. Donc,
on ne peut pas faire d'erreur. Non, mais j'imagine aussi que c'est un projet en évolution. Est-ce qu'il pourrait y avoir des moments où vous adaptez un peu votre plan, tu sais, en réagissant? On a laissé aussi la diversité dans le projet. Entre autres, il y a par exemple des maisons rangées. Les constructeurs en font déjà. Donc, on dit sur un même îlot, on peut avoir des maisons rangées, puis avoir un petit immeuble multi. Alors, parce que la cour est tellement grande qu'elle permet d'avoir cette diversité-là. Donc, ils commencent avec des choses qu'ils connaissent. Et l'idée, c'est d'avoir de la diversité aussi. C'est ce qu'on ne voulait pas toujours la même habitation pour qu'on n'ait pas l'impression que ça a été construit en même temps. Les maisons toutes pareilles. Non, bien, c'est un peu cette idée de diversité, puis d'avoir aussi des clientèles différentes. C'est-à-dire, il y en a qui aiment encore la maison rangée, puis je pense que c'est très louable, mais de l'autre côté, il pourrait avoir un immeuble de 4 étages, mais avec la distance puis les arbres, tout ça s'intègre bien. Donc, effectivement, puis pour les stationnements, bien, on se dit peut-être que certains îlots n'ont pas de stationnement souterrain parce qu'on parle même peut-être d'avoir un stationnement plutôt étagé qui est partagé pour aussi permettre aux promoteurs d'offrir une gamme de prix différents, c'est-à-dire qu'il y en a qui le stationnement est peut-être sous, l'autre qui est peut-être aussi un certain nombre en surface, donc des dimensions aussi. Et ce qu'on s'est rendu compte là-bas, et puis je pense que tout le monde l'a vu, quand tu es dans un espace qui est aussi bienveillant, avec de grandes ouvertures, l'espace intérieur peut être plus petit. Et il paraît de la même dimension qu'un appartement de même dimension. C'est une illusion? Bien oui, et c'est ça c'est une chose qui m'a fasciné. Effectivement, on rentrait dans une cour. C'est vrai que c'est une grande cour, mais la cour paraît plus grande. Tu sais, on parle de 40 mètres par 50 mètres, c'est pas l'infini. Mais quand tu rentres dans la cour, tu dis, mon Dieu! Puis c'est la même chose. Si tu as un appartement qui donne sur un bel espace vert comme ça, tu as une grande terrasse avec une grande fenêtre, bien tout cet espace vert-là, il t'appartient, c'est-à-dire tu vis avec au lieu de vivre avec un stationnement. Donc, c'est pour ça que ton espace intérieur peut être un peu plus limité parce que l'extension visuelle que tu as est bienveillante, agréable. Alors, c'est pour ça que dans la gamme de prix, on dit qu'il y a cette valeur ajoutée-là, qui n'est pas juste parce que je vois des amis qui ont acheté des fois des condos, puis ils voyaient un mur de briques, là, en sortant de chez eux, ils m'ont dit pas de soleil. Pour la santé mentale, c'est pas l'idéal, là, plutôt que de voir des enfants qui jouent, des gens qui sont là. Donc, c'est pour ça qu'il y a une valeur ajoutée, et c'est là que je pense le processus danois, ils veulent que tous les appartements soient qualitatif. Ils ne veulent pas d'appartements coincés avec un mur de briques, tu n'as pas de soleil, tu entends juste le bruit de la rue d'un côté. Donc, ils s'organisent et c'est dans ces règles-là, on veut faire en sorte que tous les habitants de Belleuil, dans ce nouveau quartier, auront un appartement de qualité selon leurs moyens. Bien sûr, il va être plus petit, il va être à l'étage, mais que chacun, on ne peut pas dire, mais ça, c'est des appartements de second ordre. On comprend que les gens vont voir juste la rue, ça va être bruyant. Non, là, on souhaite d'avoir cette diversité. Cette raison qu'un architecte comme vous est primordial dans une démarche comme celle-là. Et je veux terminer avec vous, Mme Biot, une phrase que vous m'avez dit plus tôt. Oui. Qui vous a inspiré pour le projet. Une des premières phrases que j'ai retenues avec Pierre, c'est « on attire ce qu'on bâtit ». Donc, c'est intéressant de pouvoir proposer une variété, une typologie, une variété d'habitations différentes, puis de prioriser le vivre ensemble dans un nouveau quartier. Forcément, ça va attirer des gens qui cherchent aussi à partager puis à avoir ce désir-là vers l'autre. Donc, les banlieues, c'est difficile parce que dans les 50 dernières années, on a créé des lieux de maisons unifamiliales où on vit en autarcie. Là, on est autosuffisant. On n'a pas besoin du voisin. Si on n'a pas de chien, pas de bébé, pas besoin de parler aux voisins. Hein? Oui, mais il faut parler. J'imagine dans une communauté qu'il faut réussir à s'entendre avec les gens. Monsieur Thibault, merci beaucoup d'avoir été présent. C'est un plaisir. Je rappelle, vous êtes architecte responsable du projet. Madame Viault, merci beaucoup de nous avoir reçus ici. Et on vous retrouve un peu plus tard dans l'émission pour un retour sur le conseil municipal. Merci beaucoup. Merci. On accueille en studio M. Normand Teasdale, qui est maire de Saint-Mathieu-de-Belleuil. Bonjour, M. Teasdale. Bonjour à vous. Vous avez émis un nouveau document, c'est une déclaration pour le service citoyen. Pouvez-vous nous expliquer le but de cette déclaration-là? Bien, écoutez, on veut, avec ce document, prendre un engagement formel envers les citoyens et citoyennes, qu'on va toujours leur assurer un service de qualité dans un laps de temps le plus court possible pour répondre à leurs besoins. C'est quel genre de plaintes qui sont visées par cette norme-là? Bien, en fait, toutes les plaintes. OK. On peut avoir des exemples?
Ça peut aller des plaintes un peu farfelues d'une personne qui trouve qu'il y a un véhicule qui est en avant de chez lui qui ne bouge pas depuis une journée, puis il s'inquiète. Ou ça peut aller le voisin qui fait un feu de foyer, puis la fumée rentre. C'est toutes sortes de plaintes de ce côté-là. Il y a des plaintes, des fois, qui sont fondées parce qu'il y a des accumulations de neige en quelque part, des choses comme ça, où il y a des situations potentiellement dangereuses. Quelqu'un voit, par exemple, la piscine du voisin, la clôture est brisée, des choses comme ça. Il y a toutes sortes de plaintes. Donc, en tant que municipalité, vous vous fixez une limite, puis dans laquelle vous allez dire, nous, pour ce genre de type de plainte-là, on va vous répondre dans un certain délai, c'est ça? Oui, en fait, on s'assure que tous nos employés reçoivent les plaintes et s'engagent dans un délai le plus court possible. Donc retourner l'appel si ils ne peuvent pas la prendre tout de suite. Donc, de retourner l'appel la journée même ou le lendemain et de répondre à la plainte ou d'accompagner le citoyen, la citoyenne dans les 4-5 jours qui viennent pour régler sa problématique. Est-ce que ça se fait dans d'autres municipalités, ça, ou vous êtes Pas un peu à un ma innovateur au connaissance. niveau du service à la clientèle? Je n'ai pas vu Saint-Mathieu. que ça existait dans d'autres municipalités. Peut-être ça va faire des petits, là. Mais nous, c'est dans un esprit de toujours améliorer les communications avec les citoyens. L'automne dernier également, on a passé parmi les citoyens un questionnaire pour savoir qu'est-ce que vous aimeriez qu'on améliore au point de vue de nos communications. Fait qu'ils nous ont donné certaines pistes. Puis de là, on a pensé de faire une déclaration de service aux citoyens. Ça fait combien de temps que c'est en vigueur, ça? On l'a adopté le mois dernier. Donc, c'est tout. OK. Donc, vous n'avez pas encore eu le temps de voir s'il y avait eu un impact positif au niveau Pas pour du service à l'instant. la clientèle? Non, je ne peux pas vous dire pour l'instant, mais je peux vous dire que tous nos employés adhèrent 100 000 à cette déclaration-là. Puis ils ont le désir de donner un service courtois, rapide et transparent aux citoyens. C'est sûr que les gens vont toujours... On ne peut pas être contre la vertu, mais par exemple, un employé qui est quand même occupé, qui a les mêmes tâches, puis que là, par exemple, on ne le souhaitera pas, mais qu'il y a un délai qui n'est pas respecté. Qu'est-ce qui pourrait arriver à cet employé-là? Bien, comme je disais, tous nos employés adhèrent à cette déclaration-là. Donc, ça peut servir de levier pour discuter avec l'employé. Bon, pourquoi tu n'as pas été capable de rencontrer ce que c'est qu'on s'est engagé à faire aux citoyens? Bon, y a-tu peut-être des compétences à améliorer, peut-être des outils qui manquent, etc. Donc, ça peut nous servir aussi pour former mieux les employés. C'est comme un appel à la responsabilisation. On veut toujours être responsable des plaintes qu'on a. C'est surtout, comme vous avez dit, la communication qui est importante, la transparence. C'est ça. Parce que pour nous, chaque citoyen, citoyenne, c'est très important. Donc, on veut leur assurer un maximum d'écoute, de transparence et d'accompagnement. Donc, on jugeait intéressant d'offrir ça aux citoyens. Puis en même temps, les citoyens vont connaître ce à quoi on s'est engagé. Donc, ça va éviter, par exemple, quelqu'un qui appelle à la municipalité pour avoir une réponse à une question, puis qui rappelle dans 20 minutes, puis dit « Bon, ça fait, je n'ai pas eu ma réponse encore. » Donc, il va savoir qu'on se donne un délai de 24 heures, mettons. Très intéressant. J'ai hâte que vous puissiez nous parler des impacts. On change, on va vers le budget 2025. J'ai cru comprendre qu'il y avait une baisse des taxes municipales. Bien, en fait, il n'y a pas pour tout le monde, pour le résidentiel en particulier. On a eu en 2024 un nouveau rôle d'évaluation, donc pour faire le budget 2025, qui a fait en sorte que la valeur domiciliaire a monté énormément. Là. De là, mon incompréhension, avec le coût de la vie, le coût des dépenses de municipalité, c'est assez rare de voir une municipalité qui réussit à descendre les taxes. Ça vient de où, cette latitude-là? Bien, en fait, nous, on a regardé ce qu'on avait comme revenu et ce qu'on a comme dépenses. Donc, 2025 est une année où on avait à rembourser beaucoup de dettes. Donc, notre service de dette a diminué pour 2025. Et l'année 2024, la taxe de bienvenue qu'on appelle, donc la taxe de mutation, nous a rapporté passablement d'argent. On ne s'en cache pas. Okay. Et puis, je me suis... Saint-Mathieu est devenu une destination... En tout cas, il y a eu beaucoup de transactions immobilières. Okay. Donc, on s'est dit, ça serait correct de remettre ces sommes d'argent-là au service de la population. L'autre objectif qu'on visait au début du travail pour faire le budget 2025, c'était que la taxe que les gens payaient pour leur maison 2024 soit la même chose en 2025.
Au fur et à mesure qu'on s'est mis à faire des calculs, on s'est aperçu qu'on pouvait en donner un peu plus aux résidents pour en même temps aider les citoyens à faire face aux augmentations d'IPC, au coût de la vie qui est là. Donc, c'est notre contribution qu'on peut faire de ce côté-là. Non, mais ça peut être important. Par exemple, pour une personne avec une maison unifamiliale, la valeur des maisons actuellement à Saint-Mathieu, la moyenne? C'est autour de 670 000. OK. Donc, pour cette personne-là, ça représente combien? Là, Bien, c'est environ, pas précisément, là, mais c'est environ 350 de moins à payer en 2025 qu'il payait en 2024. Quand même. Puis l'augmentation de la valeur des immeubles a fait un grand bond en 2025. Énormément. En moyenne, là, sur l'ensemble du territoire de la municipalité, c'est 52 d'augmentation. En une année? Seigneur! C'est épouvantable. Les transactions immobilières ont explosé. On a du résidentiel, on a de l'industriel chez nous, puis on a de l'agricole. Donc, quand il y a entre autres l'industriel, il y a eu des ventes d'immeubles importantes. Donc, ça fait en sorte que la taxe de mutation est importante également. Bon, on s'en félicite, ça nous fait de l'argent pour nous, mais on s'est dit, on ne l'accumulera pas au-delà de nos besoins, on la refile aux citoyens. La Régie intermunicipale de sécurité incendie, dont vous êtes le président, il y a eu des changements à la direction? Oui, effectivement. Depuis le début de la régie, on fonctionnait avec des co-directeurs. Donc, c'était une gouvernance un peu, je dirais, pas commun, là, mais... Exact, parce que c'est qu'il y a des réglementations pour ça. Il y a le code... le code municipal. Le code municipal. Qui ne préconise pas ça d'aller... Donc, vous avez régularisé la situation. On a régularisé la situation de ce côté-là, puis on s'est aperçu que d'avoir 2 co-directeurs, des fois, ça amenait peut-être pas le gain escompté. Non, des fois, c'est ça, parce qu'on peut manquer un peu de perspective. Des fois, ça prend une personne pour voir toutes les opérations, pour prendre les décisions, là, pas en vase clos. Effectivement. Monsieur Tisdale, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça a été très éclairant. Puis, j'espère que vous allez pouvoir revenir pour nous expliquer s'il y a eu des changements positifs dans votre municipalité. Bien, certainement, je prends l'invitation. Merci beaucoup. Merci. On accueille maintenant en studio Mme Nadine Viault, qui est mairesse de Belleuil. Bonjour, Mme Viault. Bonjour. Retour sur le conseil municipal de cette semaine. Une édition record pour Chaufferette. Ah oui, 10 000 personnes. Combien? 10 000 qui sont venues vendredi et samedi, les 21-22 février. On a eu un plaisir extraordinaire avec nos partenaires de toujours, la paroisse, Trans-Québec aussi, qui nous donne un bon coup de main à chaque année. Les restaurateurs étaient présents. Puis évidemment, les citoyens. Les familles, le samedi après-midi, sont venues jouer dans des jeux gonflables. Puis le soir, là, c'était électrisant. On a dansé. C'était extraordinaire, ouais. Vous êtes correct maintenant? Vous n'avez pas des courbatures? Ah non, mais non, c'était juste du plaisir. Puis on était bien habillés, là. C'est ça le truc avec Chaufferette. Il faut vraiment être super bien habillé, des bonnes bottes. Mais on peut passer des heures dehors à voir... Par rapport à l'année passée, il y a eu combien de personnes de plus? Avez-vous une estimation? Bien, c'est toujours en croissance, là. Je pense que l'année passée, on était à 6-7 000 personnes. Puis là, on est rendu à 10 000. Donc, c'est la 11e édition cette année. Puis chaque année, c'est vraiment toujours en croissance. Le bouche à oreille se fait. Puis on a toujours des meilleurs participants. Puis il y avait Exo aussi qui faisait les navettes pour faciliter aussi le stationnement. Donc, voilà. Est-ce qu'on sait si ça revient l'an prochain? C'est certain que Certain? ça revient. Oh oui, c'est sûr que ça revient l'année prochaine. Sur une note un peu plus sérieuse, hommage à Denis Corriveau, un ancien conseiller de la Ville. Effectivement, M. Corriveau est décédé, puis on a rendu hommage lundi en séance publique. Il était 14 ans conseiller à la Ville de Belleuil, dans le district 4 des Villas. C'était mon conseiller à moi. Un homme généreux, vraiment gentil, bon. Il laisse dans le deuil ses 2 filles, Marie-Lou et Audrey. On envoie nos sympathies à toute la famille et les amis. Nos condoléances. Oui. Un lancement de la phase 2 de l'application Partage Club. Hey, ça, c'est le fun. C'est une application qu'on a découverte l'année passée. On est partenaire avec Partage Club, puis ça permet aux citoyens, en fait, de s'échanger la fameuse grande échelle pour aller déneiger notre toit, là. OK. Donc, entre autres, la grande échelle, mais je veux dire, plutôt que d'aller acheter quelque chose qu'on utilise une fois par année, bien, on met en place, dans le fond, une communauté qui met à disposition des choses. On a 350 objets qu'on peut se partager à travers Belleuil. Des drills, Tentes de camping. Est-ce qu'il y a des objets inusités?
Bottes de cow-boy. Des quoi? Bottes de cow-boy. J'imagine que c'est un objet populaire en demande constante. Bien, sur ils le... ont été prêtés l'année dernière, donc ça, le bon fit en bon français, là, avec la quoi, bonne la pointure. Avec Mais oui, non, c'est vraiment intéressant. Des jeux de société, des jeux pour enfants. On le sait, nos enfants, ça passe tellement vite des fois là, que d'être capable de pouvoir prêter ce qu'on a de trop et tout ça. C'est génial. On offre des abonnements d'1 an gratuits à nos 200 premiers citoyens qui vont en faire la demande sur notre site Internet. On a déjà 300 personnes qui sont abonnées. Donc, ne serait-ce que de le réessayer ou de continuer à l'utiliser, plus on est d'utilisateurs, mais plus ça crée une communauté avec un large bassin de trucs à partager. Donc, le marteau, allez hop, on le prête, c'est pas dangereux. Et cette année, ce qu'on a de plus avec l'application, c'est une assurance de biens. Donc, ça avait été demandé là, par les citoyens qui disaient, bien, là, est-ce qu'on est assuré si on prête notre bien, il revient cassé, tout ça. Donc, on a mis en place une assurance. On exclut la personne qui parle. L'application vient avec une assurance maintenant. Donc, c'est encore plus facile de partager et d'emprunter. Je vous invite tous à le faire. Donc, le lien est disponible sur le site Web. On va mettre l'adresse au bas ici Merci. pour les gens intéressés. Le déneigement, on a reçu une bonne bordée de neige dans les derniers temps. Remerciements aux employés qui ont participé au déneigement. Vraiment, le 75 cm en 4 jours, bien évidemment, à travers le Québec, on l'a vu. Nos équipes ont été extraordinaires. On a tenu à déposer une résolution, un avis de motion lundi en séance pour les féliciter. Ça a été des longues heures de travail, là, donc à raison de 14 heures à la fois. Un petit repos de 8 heures, ils recommençaient. Ça a été extraordinaire. Et puis ce qu'on a vu aussi, c'était une belle solidarité chez les citoyens. L'entraide qu'on a vue intergénérationnelle se voir dans les rues, là, ça a été magnifique aussi. Donc, on tient à le souligner. Là. Bravo, ça a été vraiment une belle entraide pour cette belle bordée de neige qui va peut-être rester pour la semaine de relâche. Non, j'imagine aussi les gens, quand ont besoin d'aide, sortir la voiture du banc de neige. C'est remarquable de voir les gens à quel point ils sont enclins à s'aider dans ces situations-là. Ça fait du bien. On continue avec le projet de règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. On entend ça à chaque mois en séance publique. C'est un long titre, mais... Oui, l'acronyme, c'est PIA, donc, ou P2IA. Donc, c'est un règlement qui est super important dans la ville. On l'a mis dans certains secteurs où on veut garder un lien architectural. Donc, on pense par exemple à tout le Richelieu. Donc, il y a un PIA pour la route du Richelieu, pour les maisons qui bordent le Richelieu. On veut garder cette architecture particulière. Donc, on avait à remettre à jour toutes les notions. C'est un encadrement qualitatif. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que toutes les demandes de rénovation de façade vont passer par le comité consultatif d'urbanisme. Puis, il y a des critères sur lesquels les membres du conseil, du comité consultatif vont se pencher pour évaluer est-ce que la proposition qui nous est faite répond, dans le fond, aux critères architecturaux qu'on veut garder, préserver ou qu'on veut mettre de l'avant. Alors, il y a des éléments qualitatifs. Donc, c'est vraiment important de le mettre à jour. La dernière mise à jour était 2012. Donc, ça vaut le coup, là, 13 ans plus tard, là, de prendre le temps. 19 mars prochain, on fait une séance publique, une consultation publique à la salle du conseil municipal. Donc, ceux qui sont intéressés à comprendre qu'est-ce qu'on va faire comme démarche, bien, on vous invite à ce moment-là. Sinon, service de l'urbanisme. C'est un rendez-vous pour ceux qui auraient des rénovations extérieures à faire. Parlant de rénovation, un besoin de rénovation à l'église de Belleuil-Saint-Mathieu. Oui, on a vu une pancarte à vendre s'installer. Bien, la fabrique nous avait avisé qu'ils ne pouvaient pas continuer à entretenir le bâtiment. Il y a des travaux d'urgence majeurs à faire, là, de près de 2 millions de dollars sur le bâtiment. Savez-vous quel genre de travaux il faut faire sur l'église? Bien, en fait, c'est la façade. Donc, le clocher, la façade a bougé. Penché? Oui, dans les dernières années, il y a un petit 2 pouces là, qui s'est créé. Là. C'est la raison pour laquelle, depuis quelques années, on a des barricades devant l'église là, pour, évidemment, la sécurité du public. Un carnet de santé qui a été fait, des demandes de subventions de part et d'autre. La Ville aussi, l'année passée, a fait une grande démarche pour avoir accès à des subventions pour donner un bon coup de main. On n'a pas réussi à avoir de subventions. Donc, devant ce constat-là,
la fabrique a décidé de mettre à vendre son église de McMasterville et celle de Belleuil. Alors, je veux rassurer la population. Le bâtiment est solidement préservé, il est cité par la Ville. Le zonage permet rien d'autre que le communautaire ou parc. Donc, il n'y a pas de promoteur qui peut mettre la main sur le bâtiment, décider de le mettre à terre pour construire des condos. Ça, c'est clair, net et précis. Maintenant, le potentiel est extraordinaire. On a une mobilisation naturelle qui se crée dans la communauté. On le voit. Il y a des groupes qui se rassemblent pour voir à la prochaine étape qu'est-ce qu'on pourrait faire de l'Église. Donc, on a bien hâte comme ville d'être partenaire puis d'être un accélérateur pour les projets à venir. Mais l'enjeu principal actuellement, il faut trouver une solution, c'est les travaux d'urgence qui sont à faire là, maintenant. En espérant que ces travaux-là pourront être faits le plus rapidement possible. Madame Viault, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis revenez nous voir prochainement dès que vous avez envie. Toujours un plaisir. Merci. Merci. Voilà, c'est ce qui complète l'émission pour cette semaine. J'espère que vous avez bien apprécié. Un rappel à tous ceux qui seraient intéressés par le monde des médias, que ce soit devant ou derrière la caméra, TVR9 a probablement besoin de vous. Envoyez-nous un courriel à l'adresse info@tvr9.com et nous vous contacterons pour vous expliquer la procédure. Entre-temps, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle émission de 60 minutes du Régional.